Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Petite vidéo introduction à cette vidéo interview. Pendant la dernière Japan Expo, j'ai rencontré Christophe Geldron, qui est l'éditeur des éditions Naban, à qui on doit pas mal de titres, notamment Old Boy, Give My Regards to Blackjack, 17 ans Chronique du Mal, Destination Terra, Millennium Darling et Demande à Modigliani. J'ai bien prononcé. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je l'ai rencontré, j'ai pu lui poser plusieurs questions et donc, bah, voilà, ça arrive juste après. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, courant août et restez jusqu'au bout. Il y a quelques petites annonces à la fin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Christophe Geldron, je suis le fondateur des éditions Naban. Je travaille dans tout ce qui est manga et animation depuis une grosse vingtaine d'années maintenant. Et là aujourd'hui, je suis à Japan Expo pour voir un petit peu le pouls de tout ce qui se passe et puis parler avec les pros que je connais. Voilà. Est-ce que tu peux raconter ton parcours avant de créer Naban? Oui, en fait, à l'époque, ça remonte à une grosse vingtaine d'années. J'avais commencé à travailler chez Manga Distribution, qui à l'époque cherchait un peu des personnes qui s'y connaissaient un petit peu, notamment pour le site, pour répondre aux gens sur les forums, parce que à l'époque c'était la grande mode. De fil en aiguille, je me suis mis à m'occuper plutôt des licences, donc à discuter avec les Américains, avec les Français, avec les Japonais pour les achats de titres. Ensuite, je suis allé dans une autre société qui s'appelait RCP, où là, on s'occupait d'autres titres également, et j'avais créé la structure Kero Vidéo. Voilà, ça n'a duré qu'une petite année, mais ça a été très intéressant. On avait fait des choses comme le Comte de Monte Cristo, comme Keroro, Hajime no Ippo aussi, on l'avait fait à l'époque. Et puis au bout de cette année-là, on avait le choix, on était quelques-uns qui nous connaissions depuis quelque temps et on s'était dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se sépare vraiment ou est-ce qu'on continue un petit peu par rapport à tout ce qu'on connaît. Et c'est ce qu'on a décidé, donc on a créé une première boîte à 4. Et c'est là où était né l'éditeur Black Bones. On a plutôt été dans la réédition. Donc ça a été Bubblegum Crisis, Arslan, on avait fait Tough, j'en oublie plein, mais voilà. Malheureusement, avec la crise, ça n'a duré que 3 ans. Et avec un des associés, finalement, on a décidé de poursuivre ça, et c'est là où on a fait Black Box. Toujours en essayant de faire de la vidéo, pas mal dans le nostalgique, mais aussi les nouveautés. Et à partir de là, en 2013, j'ai voulu un petit peu développer et me mettre un petit peu plus au manga. Parce que je sentais bien que la vidéo, ça commençait quand même à être compliqué. Et même si j'avais toujours fait de la vidéo, j'ai toujours préféré le manga en soi en tant que lecteur, en tant que consommateur. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Et je suis parti ensuite de Black Box. Et puis depuis 3 ans, Naban est né. Et je me suis vraiment lancé tout seul en tant qu'indépendant dans la grande aventure du manga. En transition, est-ce que tu peux présenter le projet Naban? En fait, je m'étais rendu compte d'un truc quand j'étais avec Black Box, c'est que on était beaucoup dans le nostalgique, qu'on aimait bien, parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas faites. Donc les Gonagai, on l'a fait, on a fait le collège Foufoufou, on a fait Cobra, on a fait voilà. Mais c'est vrai que j'avais eu un petit peu le déclic en parlant avec certains éditeurs japonais qui disaient oui, mais une fois que ce sera fait, qu'est-ce que vous ferez? Et c'est vrai que même s'il y a des vieux titres tout le temps, c'est vrai qu'ils ont tendance maintenant à être renouvelés par les éditeurs français. Donc c'est vrai que ça aurait été difficile, même si le titre avait 30 ans, de refaire Yu Yu Hakusho. Parce que forcément, même si c'est nostalgique, il y a Kana derrière qui allait continuer à le prendre. Donc c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu réfléchir. Et à ce moment-là, j'avais fait un des titres qui était le Monde de Ran, de Aki Hirie. Et je l'avais choisi parce que je trouvais qu'il y avait à la fois un très beau dessin très actuel, mais en plus, comme on était sur une jeune fille qui pouvait grandir et devenir adulte, et chacun de la famille avait des pouvoirs, la mère qui était une déesse, tout ça, ça rappelait un petit peu les mangas des années 80 comme ceux de Rumiko Takahashi notamment. Et donc je m'étais dit, je vais essayer
d'avoir les deux publics. Alors on verra, soit les deux vont adhérer, soit chacun va dire c'est pas pour moi, et donc ça va être un flop. Coup de bol, ça marche. Et je suis juste parti quand le dernier tome est sorti, et j'avais gardé ça en tête. Et donc 2-3 ans après, quand j'ai relancé Naban, je suis resté là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que j'aime faire de la réédition, j'aime faire découvrir des auteurs ou des autrices qui n'avaient pas été pris en France, notamment là Keiko Takemiya pour des destinations Terra. Mais j'essaye surtout, ce que j'essaie d'apporter avec Naban, c'est d'essayer de joindre un petit peu toutes les, comment dire, tous les âges. Donc c'est pour ça, par exemple, pour Terra, j'aurais pu prendre quelque chose de très luxueux, et je ne l'ai pas fait. J'ai simplement fait une édition double à 12 euros. Donc ce n'est pas le prix. Personne ne pourrait dire ah je ne prends pas à cause du prix. Vous pouvez éventuellement dire je n'aime pas le genre, c'est un peu vieux, j'en veux pas, mais au moins j'étais sûr que ce ne serait pas à cause du prix. Et finalement ça a bien marché parce que le tome 1 s'est très bien vendu à mon niveau. Donc voilà, ce que j'essaye avec Naban, c'est ça, c'est de toujours, j'essaie de ne pas m'imposer de collection, ne pas m'imposer d'âge, même si je préfère évidemment un public adulte, mais qui va aller du jeune adulte aux vieux comme moi, voilà. Mais toujours de se dire, je vais utiliser ce qui existe pour l'instant au niveau de la promotion, au niveau du type de livre, de la fabrication, de tout ça, pour au moins qu'on s'intéresse uniquement à l'œuvre et pas dire ah bah là, ça c'est élitiste, ça c'est trop vieux, ça c'est trop jeune, le thème me plaît pas, machin, voilà. Qu'au moins je n'ai aucun de ces contre-arguments pour dire non c'est pas pour moi. Non, c'est pas que c'est pas pour toi, ça te plaît pas, mais au moins voilà, c'était accessible, tu avais le nombre de pages qu'il fallait, tu avais la fabrication qu'il fallait, donc déjà ça, j'ai oublié. Donc voilà, avec Naban c'est ce que j'essaie de faire, parce que c'est bon. Sur les 6 titres que tu as déjà lancés, 2 sont des rééditions en format double tome avec des pages couleurs. Est-ce que tu n'étais pas un peu anxieux à l'idée de rééditer des titres qui sont déjà sortis chez un autre éditeur? En soi non. En soi non. C'était quand je choisis les titres, c'est d'abord des titres que j'aime lire. Et je m'étais rendu compte d'une chose aussi avant Naban, c'est que à ma grande surprise, le public avait beaucoup rajeuni. C'est-à-dire que, en tout cas pour des œuvres seinen, des œuvres adultes, je m'attendais vraiment beaucoup à ce que ce soit des œuvres qui soient lues par des trentenaires, des quadras. Donc on s'attendait à X ventes là-dessus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait au fur et à mesure et qui s'était rendu compte de tout le passé du manga. Moi je ne m'en rendais pas compte parce que j'ai vécu avec les débuts du manga, avec les premiers Akira, les premiers Dragon Ball, Video Girl Eye, tout ça. J'ai suivi l'actualité depuis le début. Donc je ne me rendais pas compte qu'il y avait plein de gens qui avaient 20 ou 25 ans qui se disaient moi il y a des choses que j'aimerais bien lire mais je peux pas. Je peux pas. Et ça m'intéresse. Je suis pas juste à vouloir du shonen absolument, de la bagarre, des trucs comme ça. Je veux aussi autre chose, quoi. Et donc j'avais pas de crainte là-dessus. Par contre, ce qu'il fallait effectivement, c'était que les gens qui avaient déjà ces titres-là achètent à nouveau. Et donc faire de la réédition, pour faire de la réédition, ça ne sert pas forcément à grand chose. Pour le remettre à disposition, il fallait quelque chose en plus. Pour All-Boy, la chose en plus, c'est que j'avais eu droit au fichier numérique japonais, ce que l'édition précédente n'avait pas. Donc il y avait une grosse déperdition de qualité et surtout les planches étaient très noires. Donc quand j'avais fait la précommande, ça marchait bien, mais voilà, il y avait un petit flottement et à un moment je me suis dit, comme j'avais la planche finalisée et j'avais le manga d'origine, j'ai fait les deux, j'ai mis les deux côte à côte, j'ai dit voilà ce qu'il y avait avant, voilà ce qu'il y avait après. Et les gens ont été super surpris parce qu'en fait ils s'étaient rendu compte que l'image que je montrais par exemple sur l'édition ancienne, on avait l'impression qu'il était sur un fond noir, alors qu'en fait non, il était devant des distributeurs de canettes, mais on ne les voyait pas. Je me souviens du tweet. Voilà, et ce tweet-là a quand même fait effectivement son effet et les gens se sont dit ah oui quand même, il y a un vrai intérêt par rapport à certains titres qui ont été faits. Kabuto à l'époque avait fait ce qu'il pouvait, hein. C'était vraiment
c'était le début des années, c'était le milieu des années 2000, c'était compliqué, hein. Souvent il n'y avait pas de fichiers, il fallait tout scanner, les imprimeurs n'étaient pas très au fait pour l'impression du manga, donc tout ça cumulé, ça fait que l'œuvre était bien, ils avaient fait du bon travail, mais dans la limite de ce qu'ils pouvaient faire. 15 ans plus tard, bah oui, ça valait le coup de refaire. Le dessin de Minegishi est absolument magnifique, et donc là, ça valait le coup de le refaire. Et Blackjack, c'était un peu différent, parce que Glénat avait déjà fait un très bon boulot, donc il n'y avait pas de problème, mais c'est vrai qu'il n'avait pas été jusqu'au bout à mettre toutes les planches couleurs. C'est très belle. Qui sont magnifiques. Je pense qu'à l'époque, c'était certainement peut-être Kodansha qui n'avait pas pu donner tout matériel, parce que je crois que le manga était édité comme ça. Là, par contre, j'ai pu travailler directement avec l'équipe de Sato, pardon. Et j'ai eu donc du coup tous les fichiers numériques, absolument magnifiques, avec toutes les pages en couleur. Donc on a pu les travailler, en plus tous les textes étaient amovibles, tout était japonais, donc on n'a pas eu besoin de toucher aux matériaux, on n'a pas eu besoin de le triturer, d'effacer, tout était disponible. Donc voilà, et du coup je m'étais dit, bah, il y a des gens qui l'ont pris, il y a les pages en couleur, je le fais en tome double, donc au bout de 6 tomes ils ont fini et non pas au bout de 13, parce que c'est aussi ça qui est un peu embêtant, des fois il faut suivre très longtemps. Donc voilà, il faut arriver à chaque fois, quand je le fais, à essayer de trouver la bonne façon de le vendre, sachant que j'ai pas la puissance de gros éditeurs, et que donc il faut trouver la bonne formule. Alors des fois ça marche, des fois ça marche moins. 17 ans à très très bonne presse, c'est un peu plus difficile à cause du thème, de l'enfermement, du viol, tout ça, enfin, c'est compliqué. Je l'ai fait en 4 tomes, j'aurais peut-être dû le faire en 2. Mais je l'ai parce que quand on s'arrête à la fin du premier, on reste sur sa fin, on ne sait pas trop où ça va, c'est un peu compliqué. J'aurais peut-être dû le faire en 2. Voilà, à chaque fois c'est des essais que j'essaie de faire. Donc voilà, après pour Terra, j'ai rectifié le tir, on est à 3 tomes au lieu de 5, voilà, j'ai d'autres choses qui vont arriver. Et là c'est pareil, quoi. J'essaye de sentir un petit peu. Là, il y a un titre que je sortirai l'année prochaine qui est en 6 volumes. Sauf que c'est un titre beaucoup plus jeune. On s'était dit, est-ce qu'on le fait en 3 ? On s'est dit non, parce que c'est un peu, pas dans le genre Prison School ou Riku, mais un peu genre manga d'enfermement. Le public est plus jeune. Peut-être qu'ils auront du mal avec des tomes à 12 €. Et qu'ils vont préférer prendre des tomes normaux à 7,50, 8 € pour 6. Voilà, j'essaie d'adapter, j'essaie de faire en sorte de proposer vraiment des choses aux gens. Et dans les rééditions, voilà, j'essaie de faire à chaque fois qu'un tome, quand il sort, un titre, doit sortir comme un inédit. Voilà, donc ça me fait absolument jamais peur. Ça me ferait peur si on me propose un truc mais qu'il n'y a rien derrière. D'accord. Voilà. Est-ce que pour des futurs projets peut-être un petit peu risqués, tu envisages un petit peu comme Oldboy de passer par un financement participatif ? Oui, alors pour Oldboy, c'est toujours un peu compliqué de parler de participatif parce que en fait en soi le projet est entre guillemets bouclé. J'ai acheté les droits, la PAO, la traduction, tout ça doit se faire. Donc de toute façon le titre sortira. Par contre, là où ça m'a vraiment énormément aidé, c'est que en tant qu'éditeur indépendant, quand un titre sort, au moment où il sort, je ne reçois l'argent que 4 mois après. Donc ça veut dire que j'ai déjà 6 mois de production avant et je dois encore attendre 4 mois. Donc en général, il me faut 10 mois avant de toucher le premier euro. Voilà. Sans toucher d'argent sur le titre en question. Donc ça a été très compliqué. Donc ça c'était compliqué. Et Oldboy, les précommandes qui ont été faites m'ont aidé à tout ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais été très transparent à l'époque. Et j'avais dit voilà, ça m'aide à ça, ça m'aide à ça. Il y a eu en plus le confinement, donc j'ai dit est-ce que ça vous dérange ? Parce que ça me coûtait quand même très cher finalement là d'envoyer tous les tomes un par un. Est-ce que ça vous dérange pas si j'envoie les 3 derniers ensemble ? Tout le monde a dit allez-y, il n'y a pas de problème, on attendra. Ça m'a fait économiser beaucoup d'argent, mais du coup ça m'a permis de me développer très rapidement. Parce que je pouvais dire aux gens, grâce à ce que j'ai économisé et grâce à ce que vous faites, le titre va sortir dans les temps.
Et finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est que par rapport au retard qu'on a eu, finalement, le dernier tome est sorti avec un mois de retard par rapport à ce que j'avais prévu. Donc c'est vrai que c'est très important et c'est quelque chose que je vais continuer. Je vais le continuer sur le site, plus, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire appel à KissKiss ou à Ulule. On va essayer de développer ça pas mal avec des petits goodies, des ex-libris, des choses comme ça, des choses qui sont exclusives au site. Et qui seront parfois dans chez certains libraires partenaires qui veulent bien de nos produits. Voilà, parce que encore pour l'instant c'est un peu difficile pour moi de prévoir des goodies très tôt en avance. Et il faut qu'ils soient dans le catalogue. Et malheureusement j'avais essayé de le faire avec Modigliani pour la sortie du dernier. J'avais prévu des cartes, des ex-libris. Ça a été très long au niveau de l'approbation et du coup j'ai pas pu les sortir. Donc malheureusement certains libraires ont été un peu déçus parce qu'ils l'avaient noté, il a fallu, voilà. Donc pour l'instant je préfère réserver ça au site. Et oui, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que quand les gens le font, j'ai l'argent tout de suite. Et en plus, à peu de choses près, l'argent que je récupère au final en net, si vous m'achetez un manga, ça correspond à peu près à 2 mangas en librairie. D'accord. Voilà, donc encore une fois je le dis, si vous n'avez pas la possibilité d'aller chez un libraire, parce que vous êtes à la campagne, parce que voilà, vous êtes dans des villes où il n'y a pas de libraire, ça arrive malheureusement, à ce moment-là, plutôt que de prendre la Fnac ou Amazon, prenez chez moi. De toute façon Amazon on n'y est pas, donc voilà. Prenez sur la banne, parce que là par contre, ouais, quand vous achetez un tome, là par contre je suis bien. Quand vous m'achetez un titre complet, si vous en achetez 4, c'est comme si j'en avais vendu 8. Donc là, ça fait sens. Donc voilà, j'ai envie de faire ça, d'avoir des petits rendez-vous. On va pas faire des trucs énormes, hein, mais des trucs qu'on essaie de voir pour Millennium Darling, pour le prochain titre, qu'on fera à la fin de l'année. J'ai un one-shot, je l'annoncerai à la fin du mois de juillet pour les 3 ans. Voilà, on va essayer de s'amuser, d'avoir un petit rendez-vous avec les lecteurs et les acheteurs au fur et à mesure. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, mais est-ce que comme pour All Boy et son financement participatif, tu envisages de sortir un coffret qui serait une sorte de coffret collector pour la sortie d'un dernier tome? J'y avais pensé un petit peu à un moment. Le problème, c'est que ça coûte très cher et en ce moment, maintenant, le carton est hors de prix. Donc, en général, ça veut dire quand même quand vous achetez un tome, enfin, un coffret, le prix du coffret est compris c'est jamais gratuit. Donc en général, il y a un surcoût d'à peu près 5 €. C'est la moyenne, hein. En général, quand il y a un coffret, quelle que soit la largeur, il faut compter à peu près 5 € en plus par rapport au tome. Mais ça, c'est par rapport à des éditeurs qui le font à des milliers et des milliers d'exemplaires. Et souvent, c'est toujours sur des titres qui se sont déjà bien vendus. Moi, c'est pas le cas encore. Peut-être que je pourrais le faire effectivement à un moment ou à un autre sur All Boy, mais c'est vrai que c'est difficile, il faut le faire maintenant, ça va coûter de plus en plus cher. Donc j'avoue que pour l'instant c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. J'aimerais trouver effectivement des solutions parfois pour les titres là qui sont pas très longs, de pouvoir le vendre directement en bundle pour que les gens prennent une intégrale, parce que All Boy c'est 48 €, hein, c'est pas. L'intégrale c'est que ça, c'est pas énorme hein, comme prix. Hein. Mais ça voudrait dire quand même refaire tout un tirage, plus le prix du coffret, et on retombe dans ce que je disais, c'est que il va falloir en plus que j'attende. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas prévu. C'était un peu pour marquer le coup de faire le coffret, mais bon, il a coûté très cher. L'année dernière, tu as édité Destination Terra et j'ai l'impression que depuis, le shoujo patrimonial est revenu à la mode, avec notamment Akata qui a annoncé récemment l'édition du Clan de Pau. Est-ce que tu as l'impression d'avoir ouvert une porte dans le shoujo patrimonial? Je sais pas, parce que par rapport par exemple, à Akata et Clan de Pau, on sait que ça fait un moment qu'ils l'avaient. Donc je pense qu'ils ont attendu d'avoir suffisamment de titres pour le faire. Donc Akata, ça l'avait déjà senti. Shoujo, ils ont toujours été là-dessus. Donc c'est vrai que je les attendais moins sur le patrimonial, je les voyais plus, mais voilà, donc clairement ils m'ont pas attendu là-dessus. Hein. J'ai peut-être même signé après eux, j'en sais rien. Mais
Ouais, non mais en fait c'est ça qui est... C'est un peu le problème qu'il va y avoir maintenant, c'est que les éditeurs établis ont eu énormément d'argent en 2020-2021, comme jamais ils n'en ont eu. Donc c'est vrai qu'ils ont eu tendance à vouloir aller sur tout ce qui bouge. À regarder effectivement qu'est-ce qu'ils peuvent faire 3000, 4000, 5000 ventes. Ça paraît pas beaucoup, mais il y a des fois où ils se plantent avec 300 ventes seulement. Donc des fois, eux, comme il faut alimenter tout un catalogue, avoir un nombre de titres, de volume minimum dans l'année, il faut remplir des fois aussi. Donc c'est vrai qu'il faut trouver plein de choses. Et bah forcément, des fois, quand on voit qu'un titre va faire 3000, 4000, alors que c'est un vieux titre, que personne n'en veut et qu'on peut l'avoir pour une bouchée de pain, on se dit, bah voilà, c'est bon, c'est pratique, ça me cale 4-5 tomes dans mon année, je suis tranquille, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance de pas mal d'éditeurs à y aller, à se dire, bah voilà, là, je vais faire les gros. Donc c'est vrai que de mon côté, il y a un vrai danger là-dessus. Il y a des titres, je pensais absolument être tout seul, et je ne le suis pas. Donc là, dernièrement, c'est pas un secret, il y avait évidemment, il y a Spriggan. Je pensais être le seul, parce que Spriggan, voilà, je savais qu'il y avait des dessins animés, hein, Ouais, Netflix, mais voilà, ça devait pas être. Et je sais que d'un coup, beaucoup de gens se sont réveillés. Voilà, au départ on était que deux, et même on m'a prévenu que c'était dispo, donc voilà, je me suis dit, bah, c'est bon. Et depuis 1 an et demi, on attend. Alors c'est toujours pas. Personne ne l'a toujours, hein, c'est toujours pas. Voilà, pour la France, il va falloir attendre. Mais voilà, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Le truc aussi sur lequel, par exemple, j'étais depuis très très longtemps, c'était Baki. C'est pareil. Moi, je sais que par exemple, Baki, je ne l'ai pas eu juste parce que, en fait, forcément, Meyer a énormément renchéri. Et comme ils avaient fait leur preuve avec Kingdom, c'était plus logique. Mais ce sont des titres qui, à la base, n'intéressaient vraiment personne il y a encore 2-3 ans. C'est-à-dire que je l'aurais fait il y a 3 ans, j'étais pas sûr. Old Boy, je l'ai fait il y a 3 ans et il n'y avait personne. Je ne suis pas sûr que Old Boy ne serait pas repris maintenant. Donc c'est vrai que ça crée un peu une frustration de ma part, qui pourrait se transformer en coup de gueule si je voulais, qui est que le problème qui se pose maintenant, c'est que les très gros éditeurs ont envie de maximiser les profits, je comprends très bien, c'est normal, mais de plus en plus, ils se transforment en gestionnaires de licences, ce qui est très bien, parce que ce qui tient le marché, ce sont les gros titres, ce sont les licences. Sauf que depuis des années et des années, ils ont laissé de côté le reste. Il y a plein de titres qui sortent, et je le vois sur les réseaux sociaux, les gens trouvent ça dommage. Ah tiens, il y a tel seinen, tel shoujo, tel josei qui sort, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de promo, il n'y a rien, alors que cette autrice elle est géniale. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas autant de femmes dans le top 10 des ventes? Mais parce que ils prennent, mais ils ne le font pas. Ils ne font pas le job derrière. Le job par exemple que fait Akata avec plein d'autrices par exemple. Et même parler sur la diversité, sur le handicap, des choses comme ça. Mais en ce moment on se rend compte qu'il y a des éditeurs qui effectivement vont se mettre dans les relations, vont faire une offre, sans forcément le vouloir hein, d'ailleurs, dire bon bah lui, oui bon on sait un petit peu combien, on va mettre un tout petit peu plus, si on l'a, tant pis, pas tant pis, on va le faire, si on l'a pas, c'est pas grave, on l'aura fait monter de prix. Et ça c'est un jeu qui est un peu dangereux, parce que c'est un peu comme si des éditeurs de romans s'étaient dit, c'est pas mon... Tiens, un truc de SF qui marche bien, c'est pas mon rayon, mais je vais le prendre quand même. Juste pour que l'autre l'ait pas. Il faut savoir, je trouve que quand on est éditeur, il faut aussi savoir se passer de certaines occasions ou opportunités, en disant c'est pas pour moi. Chez les gros éditeurs, souvent il y a une personne qui choisit pour tous les thèmes. Cette personne-là est très aguerrie, connaît très bien ce qui se passe, des vrais pros, mais c'est vrai que personne n'est spécialiste en soi de tous les genres. Il va y avoir forcément des préférences de lecteurs, et je trouve qu'à un moment il faut arriver à
comment dire, à se spécialiser. Le meilleur exemple est Kiyun. Kiyun a toujours voulu aller sur un genre particulier de manga, plutôt garçon, plutôt basé sur du pitch, sur un beau dessin qui tape. Voilà, ils n'ont pas forcément voulu aller sur du shoujo, sur du vintage, sur des choses comme ça. Ils ont fait quelques essais par envie, comme les Hojo, Tsukasa Hojo, mais c'était une envie d'éditeur là par contre. Mais il n'est pas comme ça, ils ne sont pas comme ça tous les deux à vouloir faire continuer. Et c'est ça que je trouve un petit peu embêtant. Parce que les autres gros éditeurs maintenant devraient beaucoup plus se focaliser sur les gros titres qu'ils ont actuellement. C'est très bien, mais pour les autres petits, laissez-le quand même. Vous ne pourrez pas vous occuper de tout. Vous en occuperez mal et au final les Japonais seront déçus. Alors que voilà, moi je suis très content même avec un titre comme Demande à Modigliani. J'ai pas encore fait 1000 ventes du premier, mais j'en ai plus de 1000 qui sont dans la nature. D'accord. Donc je suis content, j'ai dépassé les 500, ça c'est sûr. De vente en vente, j'ai dépassé les 500. Peut-être que je vais faire les 1000. Mais ça aurait été chez Pika, chez Glénat, sur comme ça, il y aurait une belle mise en place. Mais c'est arrivé des fois qu'ils en vendent 300, 400. Donc finalement, moi je l'ai soutenu, je continue à le soutenir, je le ferai encore pendant des années. J'y arriverai au fur et à mesure. Il faudrait peut-être qu'effectivement les éditeurs, les gros éditeurs se rendent compte qu'on n'est pas des concurrents. Quand on est indépendant, on n'est pas des concurrents. C'est juste, vous ne pourrez pas le faire. Laissez-nous, plutôt que de l'avoir sur les bras après, juste pour dire, bah voilà, un concurrent de moins. Non, vos concurrents, c'est Glénat, c'est Pika, c'est Kurokawa. C'est pas un petit comme Naban, c'est pas un petit comme Taifu, comme... je sais pas si petit que ça d'ailleurs, mais comme... voilà, comme Akata. C'est pas eux qui vont nous faire du mal. Dernière question, est-ce que tu as des annonces à faire? Est-ce que tu as des projets pour la fin d'année et le début 2023? Oui, bah là du coup si c'est début août je l'aurais déjà annoncé en fait. Le premier truc pour l'instant là qui est vraiment signé sur lequel je travaille c'est le one shot de d'Iko Aizawa sur le bar des chats. Donc ça s'appellera Bienvenue dans le bar des chats. Donc on va faire des petites choses là-dessus, il sortira en fin novembre. Et ça de toute façon c'est une autrice que je continuerai à suivre tout le temps. Elle n'est pas très productive, mais à chaque fois quand elle fait les choses c'est absolument magnifique. Et là c'est un petit manga sur un bar à chats et à chaque fois, chaque chapitre ce sont des histoires sur des gens qui viennent. Le premier c'est sur un businessman extrêmement stressé et qui ne se rend pas compte que c'est un bar à chats au départ. Et au contact des félins, il va commencer à se dire qu'est-ce que je fais en vrai quoi. Voilà. Et c'est toute la poésie qu'elle a avec Aizawa. Et autrement j'ai d'autres titres là qui ont été acceptés, qui vont être signés. C'est un peu trop tôt pour l'instant. Mais par contre ce sont des titres qui seront beaucoup plus... alors il y en a un peu Furio mais qui n'est pas vraiment. Plutôt avec des personnages de Yankees. Voilà. Il y en a un autre qui est plus dans le côté Riku Prison School, voilà. Ça c'est des essais que j'essaie de faire. Et un qui est plus dans l'humour. Voilà, je peux pas en dire trop là-dessus, mais c'est avec un gros chat. Mais voilà. C'est pas en disant ça que j'expliquerai grand chose. Il va commencer à se dire qu'est-ce que je fais en vrai.